Si tu évolues dans notre secteur d'activité, dans la gestion des systèmes, tu as au moins une fois entendu parler de l'objet storage, que ce soit celui d'Amazon ou d'autres fournisseurs cloud. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va présenter les différentes parties, les différentes compositions des éléments dans un objet storage. On va parler aussi de sa mise en service, c'est quel type de service, serverless ou la gestion de l'infrastructure est compris dans son offre, et les différents types d'objets storage qui sont proposés et la différence entre chaque type et les cas d'usage qui peut être associé au type d'objet storage S3. On va parler aussi des politiques qui peuvent être associées, des politiques de gestion des cycles de vie, qui peut être une politique de transition ou une politique d'expiration en fonction de la durée et surtout en fonction de l'objectif que tu associes à la donnée. On va parler aussi bien évidemment de la sécurité, vu que c'est des éléments qui sont accessibles par API et par API CLI ou encore en SDK que Amazon propose. Il est primordial aussi de mettre en place des mesures de sécurité qui sont applicables au bouquet S3. On va terminer par cette première vidéo avec la présentation des éléments qui sont facturables dans les cas d'un service Object Storage S3 que vous avez chez Amazon. Moi, c'est Djaby Amara. Si c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne, ici, on parle de gestion des projets, on parle d'expertise IT et on parle aussi des mindsets. Si l'un ou les trois thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner pour qu'on puisse tous évoluer ensemble sur ces trois thématiques. Pourquoi cette série de vidéos sur les services Amazon? Amazon propose déjà des modèles qui sont orientés vers, de mon avis, qui sont orientés vers les tendances cloud, que ce soit l'IA ou autre. En plus, c'est des outils, c'est des solutions qui sont complètes et évolutives. Dans une autre vidéo, on va parler de la motivation derrière la proposition des ordinateurs ou des instances élastiques qu'Amazon propose avec plein de services. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. D'abord, on va parler de sa mise en service. Il faut d'abord comprendre que l'objet storage, c'est un stockage des fichiers sous forme d'objet, donc qui est sa différence fondamentale de ce qu'on a connu avec du stockage sur un système de fichiers avec une arborescence et répertoire, et je prends mon fichier et ainsi de suite, ou directement je prends mon fichier dans un répertoire root. Alors, sa différence à ce niveau-là avec les systèmes traditionnels est fondamentale. Donc c'est une différence fondamentale qui est présentée dès l'entrée. S3 a été mis en service par Amazon en 2004. Donc c'était d'ailleurs son deuxième service. Le troisième, c'est les etcd, les ECD qui proposent des instances ou encore des machines virtuelles. C'est quel type de service? Il faut comprendre que lorsque vous avez un service S3, c'est Amazon, en fait, vous avez juste les services. Donc, la gestion de l'infrastructure derrière, la gestion des charges généraux de la data center, c'est quelque chose qui ne vous concerne pas. On va parler aussi de la disponibilité qui est associée à cette gestion. Une fois qu'on a terminé à donner un peu l'historique de son type, chaque fichier qui est typé, en tout cas au moment de l'enregistrement de cette vidéo, c'est un provider cloud, donc il peut y avoir des évolutions à tout moment. Donc la taille limite par fichier est de 5 teraoctets, c'est-à-dire qu'un seul fichier que tu peux mettre qui peut être la taille d'un objet, parce que les fichiers derrière, ils vont transformer avec un objet avec des éléments descriptifs et des parties, une composition à connaître. Donc la taille maximum par fichier est de 5 Tera.
La traçabilité via les versionning, c'est-à-dire que les S3, il y a la possibilité de protéger les données contre la suppression accidentelle tout en activant les versionning qui va te garder, qui va suivre toute la trace et aussi de pouvoir te remonter en cas de suppression accidentelle. Une fois que c'est activé, ces versionning sur un bouquet S3, donc à ce niveau-là, il faut la suspendre. Donc voilà, c'est une suspension que tu peux faire, mais pas une désactivation. Les différentes parties d'un objet de storage, d'un objet qui est dans un bouquet storage, en fait, lorsque tu crées d'abord les bouquets, on en parlera dans une autre vidéo pour la création de bouquets, où on va passer par le CLI Amazon. Mais en fait, une fois que le bouquet est créé, on peut mettre des objets, c'est-à-dire de la data. Vu que ce n'est pas un système de fichiers traditionnel comme on a connu, ici, il y a des éléments qui vont te permettre à toi ou encore dans le fonctionnement des S3 de comprendre comment tu peux récupérer ta donnée et comment tu peux l'identifier. D'ailleurs, les slashes que tu utilises entre les répertoires juste pour arriver à ton fichier, à ton nom de fichier, dans un environnement S3, tous ces schémas-là, bon, c'est traduit en une clé. Donc, en vrai, c'est pas une arborescence que tu es en train de suivre, mais c'est juste un identifiant, c'est juste une clé qui pointe vers ta donnée que tu as mis dans cette clé. Et cette donnée-là, d'un seul coup, ça ne peut pas dépasser les 5 teraoctets qu'on avait dit. Il y a la possibilité de personnaliser avec des balises et aussi d'autres métadonnées comme les dates de modification s'il y a la versionning bien sûr ou la date de création. Donc ça, c'est les différentes parties. Donc une fois que tu évolues sur ce genre d'environnement, il faut oublier le fait que tu es sur une arborescence. Et vu que c'est un fournisseur cloud, donc ils ont la capacité de rechercher, de développer et de proposer d'autres services en fonction des besoins. Donc il y a plusieurs types de S3 qui se différencient en fonction de leur rôle qu'ils peuvent jouer, en fonction des besoins et surtout en fonction de la disponibilité de la donnée et surtout de la durabilité. Le plus standard, moi, ce que j'ai testé jusqu'à maintenant, parce que c'est adapté à mon besoin, donc c'est des raisons de test, c'est des raisons d'exploration, c'est les standards, c'est-à-dire les cas généraux. Sa disponibilité et la durabilité est de 9 jusqu'à 99,999 jusqu'à 9 fois. Donc, si tu comptes tous les 9, ça te fait 11,9. Il est utilisé pour des accès courants, là où tu dois couramment accéder à tes données. Et sa différence avec les standards d'accès, les standards d'accès intelligente tray, ça c'est un accès avec une fréquence qui est pas comme la première qui est générale où tu peux avoir accès. Donc le standard AI, donc c'est pas l'intelligence artificielle ici, l'AI, mais c'est plutôt de dire l'accès. Ça a une description exacte, mais je l'ai pris en single. Donc l'accès ici, ça peut varier ça peut varier de façon ponctuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le temps que tu as accès à tes données. Là, sa disponibilité est de la même chose, sa durabilité est de la même chose que les standards, mais surtout sa disponibilité à modifier. Donc, c'est de 99,9%. Donc, il est adopté dans des cas d'usage où ta fréquence d'accès à la donnée est prévisible et tu sais que c'est ponctuel, donc c'est pas courant. Il y a aussi les S3 standards Intelligent Train qui est dans les cas où tu n'as pas une prévision, tu n'as pas une vision globale de comment tu vas, comment et de pourquoi
non pas de pourquoi, de comment sur la durée, tu vas gérer les accès. Tu n'as pas l'accès si l'accès à tes données ne sont pas prédictibles dans les temps, donc sur les miens adaptés. Souvent c'est courant, souvent c'est fréquent. Il y a deux autres types que j'ai supprimés parce que je vais présenter que voilà, les principaux types de l'objet storage S3. Il y a deux autres types que j'ai enlevés, donc dont leur cas d'usage était bien spécifique. Donc on a aussi les S3 glaciers, utilisés vraiment pour les archives. Pour les archives, et pourquoi? Parce que si c'est maintenu dans la durée, bah ça te donne une très bonne manière d'économie par rapport par rapport au standard dont l'accès est courant. Donc ça c'est l'accès, pardon, ça c'est l'accès où ça c'est un S3 dans les cas où l'accès est très faible, c'est-à-dire les données peuvent être gardées pour de la réglementation, mais vraiment les cas d'usage de les accéder peut être assez limité, quoi. Les politiques que tu peux associer à ton bouquin dans la gestion de cycle de vie de la donnée, tu as, tu peux quitter tu peux faire une transition entre les différents types de S3 dans la gestion des cycles de vie des bouquins. Et ça, c'est quoi? C'est une politique de transition qui va te permettre de quitter des standards vers, c'est-à-dire d'un accès général si une donnée est disponible dans un espace d'accès général, mais qui n'a pas été modifié pendant 30 jours. Tu peux appliquer une politique de transition, de le déplacer automatiquement vers un autre espace qui est plus adapté à ces cas d'usage. Ça va te permettre d'économiser et surtout de bien pouvoir gérer tes données. Si c'est des logs que tu veux les activer à la fin, donc à partir de 2 mois, donc tu peux les pousser en fonction de la durée que tu souhaites et de ton objectif, tu peux les pousser en glacier. Il y a une autre politique d'expiration, c'est-à-dire à partir de 12 mois, bah, tu supprimes la donnée. Et ça, c'est applicable. Je pris des exemples parce que la durée, ce n'est pas fixe à 30 jours ou peu importe. Donc, tu peux l'appliquer en fonction de tes besoins. L'expiration, tout ça peut être automatisé, effectivement, avec des politiques de cycle de vie qui peut être associées aux bouquins qui sont créés dans l'objet storage, qui te permettra de bien gérer et d'avoir des process sans exécution manuelle de gestion du cycle de vie. Les les environnements S3 sont accessibles soit en HTTPS, ils sont accessibles aussi en SDK. On peut les manipuler aussi avec Terraform et aussi des CLI Amazon avec la commande AWS. Donc c'est un petit binaire que tu devrais installer et de créer un utilisateur approprié pour cela. Mais on va parler de la politique. Il faut faire un petit constat à ce niveau. En fait, avec AWS, tu peux appliquer des politiques aux ressources et tu peux, en fonction des ressources, tu peux appliquer des politiques en fonction des utilisateurs. Par exemple, je peux dire mon bouquin S301, je vais l'appliquer des politiques pour qu'il soit accessible uniquement par l'utilisateur user01. De cette même manière, je peux créer un utilisateur IAM et de lui donner les droits d'accéder en lecture ou en lecture et écriture à mes bouquins. Donc, la politique associée à des utilisateurs est possible à ces deux niveaux. Les ACL, c'est un contrôle d'accès qui peut être utilisé dans les cas où tu veux donner un accès temporaire à un de tes partenaires qui a besoin d'accéder à ton environnement S3 sans aller modifier tes process IAM. Il y a la possibilité aussi de générer des URL signés dont la durée peut varier d'une seconde jusqu'à 7 jours.
pardon, qui peut être généré. Moi, je y ai généré pour quelques secondes avec la commande, avec la CLI AWS, mais tu peux le faire aussi via Terraform, comme on l'a dit, via SDK, ou encore de le faire depuis la console de gestion AWS. On va terminer par la facturation de ces services, c'est AWS. D'abord, pour un architecte cloud, ce qui est important, c'est parmi les éléments qui sont importants, la gestion d'un budget fait partie de... Il y a même un outil, ce Well Architect, une solution proposée par Amazon qui te permettra de gérer l'infra et de gérer aussi les coûts, la performance opérationnelle et tous ces éléments. Les frais de stockage, c'est les frais les plus visibles parce que chaque type de service S3 est associé à un frais de stockage. Donc, vu qu'on ne gère pas vraiment l'infra sous jacket derrière, ça c'est sous la responsabilité d'Amazon, mais tout ce qui est in cloud, des données in cloud, la sécurité en transition, donc ça c'est sous la responsabilité du propriétaire, quoi, donc de celui qui met sa donnée sur les services. Il y a les frais de transfert de données et les frais de récupération de données. Souvent, on peut avoir besoin d'interagir avec d'autres providers cloud ou sur Internet. Donc, il y a certains types, je pense que Glacier et d'autres qui sont soumises à des frais de transfert de données sortant dans AWS et des frais de récupération de données parce qu'il y a des process qui sont mis en place pour garder les données en fonction de la disponibilité des sacs bouquins. Donc, il faut chaque fois mettre en tête que les frais de stockage n'est pas la seule, peut-être n'est pas le seul système de coût associé à ton service. Donc, d'aller se challenger, de regarder dans la facture et de comprendre qu'on a d'autres frais. Et surtout, par exemple, les frais de transition, si tu as des services qui interagissent avec Internet, pourquoi ne pas être passé par des VPC, qui est notre service proposé par Amazon, que j'ai bien compris qu'il permet de rester dans l'infra proposé par Amazon, de ne pas sortir et que ça te permet d'économiser sur tout ce qui est le fait de sortir et d'entrer dans les clouds, alors que tu peux déjà rester avec une méthode bien définie. Tu peux rester dans leur réseau et de réduire avec cette méthode-là la facturation sur certains services. Dans une deuxième vidéo, on va manipuler la création de bouquins. On va aussi les gérer. On va mettre quelques fichiers via des scripts bash. Ensuite, pourquoi pas dans d'autres vidéos de les faire avec Terraform. C'est tout par rapport à cette petite exploration et des éléments essentiels de l'Object Storage S3. J'espère que tu as appris beaucoup de choses et je mettrai les liens de la documentation officielle de S3 sur Amazon qui te permettra d'aller beaucoup plus en profondeur sur ces éléments-là. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos plus techniques et qui proposent encore plus de la valeur.